Aujourd'hui, c'est vraiment l'épuisement, c'est les grands travaux littéraux à la maison. Et bien, comme c'est le chantier, c'est le moment de reparler de Wittig et du chantier littéraire. Je suis tellement fatiguée que j'ai du mal à lever les bras, mais on va quand même faire une petite miniature. Le chantier littéraire, c'est le mémoire qu'a rédigé Wittig, ce qu'on appelle à peu près un mémoire de maîtrise, si je ne me trompe pas, quand elle était étudiante à l'EHESS sous la direction de Gérard Genette. C'est un peu sa grande œuvre théorique littéraire. On va trouver beaucoup de choses qui sont communes avec la pensée Strait. Je n'ai absolument pas eu le temps de relire le chantier littéraire ces temps récents. Ça reste un livre très beau. Ici, c'est une coédition entre les presses universitaires de Lyon et les éditions de l'X. Ça le rend encore plus beau. Avec une préface de Christine Planté, et il faudra vraiment que je parle ici des travaux de Christine. Notes et notices de Benoît Auclair, Yannick Chevalier, Audrey Lasserre et Christine Planté. Autant vous dire que c'est du beau monde pour un énorme... pour un livre pas monumental, hein, on est quand même sur un format assez petit, qui est donc ce chantier littéraire et dans lequel j'ai glissé Monique Wittig, Les Guerrières, soirée lecture les 20-21 septembre 2019 à 20h. Boum, c'était blindé. Ah, c'est marrant. Ça, c'est encore le tabac. On est dans la collection des Deux sexes et autres, sous la direction de Christine Planté et Jean-Marie Roulin. C'est une collection qu'on connaît bien hein, quand on est universitaire, notamment littéraire en études de genre. On les repère avec cette charte graphique blanche et verte. Je suis pas sûre d'en avoir beaucoup évoqué. Donc c'est la collection de La petite sœur de Balzac. Là j'ai un livre sur le moment homosexuel qui m'avait vachement plu. J'ai oublié les références. Je vois la thèse de Camille Sler qui est en attente. J'ai Féminin masculin sur la presse de Planté et Terranti qui traîne. Ce sont des ouvrages qui sont vraiment moi, très beaux, qui attirent toujours l'œil, vers lesquels je vais quand même très facilement. C'est un livre que je n'ai pas ouvert depuis quelque temps et que je vais juste un peu redécouvrir comme ça. Alors je vais laisser tomber pour le moment l'avant-propos de Sandy Zweig qui est la dernière compagne, enfin la compagne de Monique Wittig, la préface de Christine Planté. Je sais que Christine fait toujours de la belle ouvrage, mais là, hop, on va vers Wittig, un autre genre de bel ouvrage, ou de beau métier pour ce chantier littéraire. Et je crois qu'il est toujours édité, c'est pas un livre qui est toujours facile à trouver. On va avoir une table des matières qui est une table des matières, j'ai envie de dire semi-universitaire, semi-autre. Introduction, proposition 1, de l'hétérogénéité et de la versatilité des éléments en présence. Proposition 2, de la matérialité du langage. Proposition 3, de l'effet des catégories philosophiques abstraites sur le réel social. Proposition 4, des effets divers du langage physique. Et après, on va avoir du chantier littéraire, le contrat social, les formes déjà là, la littérature et le langage à travailler. 1. Du mot conventionnel au mot brut. 2. Les mots matériels. 3. Les signifiés. Et ensuite, les catégories philosophiques. Un exemple, le genre, conclusion. Autant dire qu'on sent à la fois la machine de guerre et une certaine difficulté d'appréhension. On va peut-être regarder juste l'introduction et on verra comment on y revient. Peut-être aussi avec Annick, on se prévoit un moment de tournée, on verra quand. En tout cas, l'invitation est en cours. Introduction. Tout d'abord, il semble étrange aux Troyens, le cheval de bois démesuré barbare. Comme une montagne, il touche le ciel. Puis, peu à peu, il découvre les formes familières qui correspondent à celles d'un cheval. Déjà pour eux, les Troyens, il y avait eu de nombreuses formes, variées, parfois contradictoires, qui, mises ensemble, ont façonné un cheval, car ils ont une vieille culture. À n'en pas douter, le cheval construit par les Grecs en est un aussi pour les Troyens, alors même qu'ils le considèrent encore avec malaise.
Il est barbare par la taille, mais aussi par les formes. Il est trop brut pour eux, les efféminés, comme Virgile les appelle. Mais plus tard, ils s'éprennent de son apparente simplicité, où ils voient de la sophistication. Il voit maintenant toute l'élaboration que sa façon brute et rudimentaire a d'abord cachée. Ils en viennent à voir comme forte, puissante, l'œuvre qu'ils avaient jugée sans forme. Ils veulent la faire leur, ils l'adoptent comme un monument, ils veulent la mettre à l'abri derrière leur rempart. On va déjà rester là pour se rappeler que bien sûr, Wittig évoque ce cheval de Troie dans l'article « Le cheval de Troie ». Et je crois l'avoir évoqué ici en vidéo. Vous me direz si c'est le cas. Il me semble néanmoins que certaines différences se font jour. Notamment, ici, la dimension très signifiante du cheval, c'est-à-dire la construction d'une analogie par, l'air de rien, la mise en avant des ces mêmes communs. Une analogie, c'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, si vous avez une comparaison, vous allez avoir d'un côté le comparé et de l'autre le comparant. Et quand je suis en classe en tant qu'enseignante, je fais faire des tableaux à 2 colonnes, comparé, comparant, hop, pour aller voir terme à terme ce qui est dans le texte et ce qui est sous-entendu par le texte. Et au milieu, on va mettre égal, identifié ou comme les outils de comparaison pour voir de quel type d'analogie il va s'agir. Et une des questions qui va se poser à chaque fois, c'est comment l'analogie est présentée, mais d'abord aussi comment l'analogie va fonctionner. Qu'est-ce qui est mis en avant comme c'est même? Quand on prend la terre est bleue comme une orange, on voit qu'en fait, toute l'astuce consiste à mettre en avant en c'est même, un c'est même c'est l'unité minimale de sens, en c'est même commun quelque chose, donc ce qui va fonder normalement la comparaison, qui est inattendu, parce qu'on attend une chose et on en a une autre, pour laquelle le c'est même ne serait plus la forme et la couleur. Et donc ça va décaler, comme ça, la perception de la sensorialité. Mais on a, d'un point de vue canonique, une lecture de la comparaison de manière très traditionnelle. Là, X est comme Y. Là, ce que fait Wittig, c'est commencer par raconter une histoire, ce qui va ramener l'histoire, ce qui va ramener le texte, du côté de l'apologue. Les apologues, ce sont des fables, des petits récits qui vont être porteurs d'une morale, d'un sens à tirer. Et ça, c'est très intéressant parce qu'elle est censée faire un texte théorique. Ce texte théorique va débuter par un apologue pour mettre en place une analogie. Rien ne va de soi. Qu'est-ce qui suit de cela? Eh bien, on va avoir en fait la mise en avant, le soulignement, en tout cas déjà la mention, de passages qui vont être, on s'en doute, notamment quand on connaît déjà le cheval de Troie, des genres de ces mêmes communs. C'est-à-dire que l'on sent, que l'on peut reconnaître en tant que lecteur, lectrice, lectrice, sous le cheval de Troie, quelque chose de l'ordre d'un signe. Un signe, c'est l'alliance d'un signifié et d'un signifiant, et cette alliance peut être arbitraire. Mais ça va être plus encore qu'un signe, une forme. Le cheval de Troie est ramené à une forme, et la réaction des Troyens n'est pas seulement une réaction de surprise, elle va vraiment être glosée comme un jugement esthétique. Et un jugement esthétique fondé sur un jugement social, dans la guerre, etc., mais qui va d'abord avoir trait à l'esthétique pure, à savoir est-ce que cette forme est simple, cette forme simple ne cacherait pas, ne serait pas en réalité une forme sophistiquée. Et ce que l'on va trouver ici, alors bien sûr la mention les efféminés comme Virgile les appelle, va permettre d'ouvrir sur le genre et sur les questions de genre. Ils en viennent à voir comme forte, puissante, l'œuvre qu'ils avaient jugée sans forme. Et ici, en fait, Wittig nous raconte en accéléré, comme en sommaire, c'est-à-dire un résumé de paroles,
toute une histoire qui est celle de ce jugement esthétique qui évolue et qui va faire de l'informe une puissance, ou voir dans l'informe une puissance. Et cette puissance, en tout cas cette forme va amener l'appropriation qui va être donc le fait de passer de l'autre côté du rempart. Je tourne la page. Le cheval de Troie est une machine de mots, sans doute assez unique en histoire, dans l'histoire de la littérature, pour qu'il soit permis, ici, de l'utiliser par homologie à l'horizon de l'espace occupé par l'écriture. C'est une homologie, en fait une analogie, qui est entièrement préparée par Wittig. C'est mis en avant, et notamment avec cette glose autour d'un jugement esthétique sur la forme de ce cheval de Troie. Hop là. Et sur ce qui en sera une forme de perception critique. Mais il ne s'agit pas, de toute façon, on le sait, toutes les analogies et tous les apologues sont toujours, d'une certaine façon, minés, ou ils sont en tout cas préparés et orientés. Il n'y a pas de neutralité du récit, parce qu'il n'y a pas de neutralité tout court. Ou qu'il soit comme le gnomon, un instrument à mesurer, qui, dit-on, a été le premier façonneur de concepts. Je ne sais pas où sont les notes. Ah, je pense qu'il y a des notes de Wittig et des notes pas de Wittig. C'est cela. Donc là, la citation de Virgile. Ici, le gnomon, tige projetant une ombre sur un écran et servant ainsi d'instrument de mesure. Le gnomon, c'est un terme qu'on peut apprendre notamment quand on apprend le théorème de Thalès et celui de Pythagore, donc sur les mesures des angles. Hop, on a celui-là, donc on peut projeter le plus grand. Je ne sais pas si je suis claire, mais j'ai fait des signes avec mes petits doigts, douloureux. Mais un gnomon qui ne serait ni carré ni d'autre forme, car sa faculté est abstraite avant d'être concrète. Et là, Wittig touche quelque chose qui me marque beaucoup et qui, à mon avis, vient pour moi de Wittig, à savoir ce rapport qu'il y a, et qui est très profond et très intime, entre l'abstrait et le concret, et donc dans toute cette idée d'une matérialité du concept et avant tout du langage. Alors ici, le concept est quand même du côté abstrait, mais on va avoir quelque chose de l'ordre d'un gnomon idéal, abstrait. En tout cas, je pose cette machine ici sur la page, et on voit comment il y a ici une espèce de spatialisation de la page elle-même et du livre, qui va en fait concrétiser tout en rappelant l'artificialité et l'abstraction de l'apologue, pour signaler d'abord son fabricateur, car c'est ainsi que m'apparaissent les écrivains comme des fabricateurs de chevaux de Troie. Donc, on va avoir toute cette dimension poétique de fabrication qui va aller avec cette question du cheval. Et donc, le cheval, on le voit ici, c'est une forme qui va amener des jugements divers et qui va d'abord être peu compris avant qu'on en comprenne la puissance, une puissance qui se joue justement dans sa simplicité. Presque tous les courants de la critique littéraire moderne, pour autant que je les connaisse, ont tendance à liquider le point de vue critique des écrivains comme non scientifique, comme pris à la glu dans sa propre intentionnalité. Et ça, c'est assez vrai. C'est notamment la critique des écrivains, c'est un nom, dans les 3 critiques de Thibaudet, à côté, donc sa critique artiste, à côté de la professionnelle et amateur. Mais c'est pour moi une erreur d'essayer de l'éliminer ou au mieux d'en traiter avec condescendance. Je ne vois même pas comment on pourrait s'en passer. Car c'est un point de vue qui précède, en quelque sorte, le travail littéraire, et qui nous donne un aperçu sur le faire, sur le procès d'écrire. On est en pleine poétique. Pour la poétique, c'est la fabrique de l'œuvre. Et les fameuses intentions des auteurs qui font tourner en bourrique toute œuvre critique portent le plus souvent d'abord et avant tout sur ces points, sur des points techniques de leurs entreprises, sur les solutions pratiques qu'elles imposent, sur les procédés dont elles sollicitent la recherche. Et donc là, on a avec, malgré tout, une espèce de succession d'hyperonymes, de mots englobant plein de processus, une certaine matérialité de l'écriture qui va permettre de recomprendre l'intention de l'auteur, non pas sur ce qu'on appelle rapidement le message de l'œuvre,
beaucoup trop rapidement, mais beaucoup plus sur des points formels qui ne sont pas du formalisme, qui ne sont pas des détails, qui ne sont pas de l'ordre de l'ornementation, mais qui sont le cœur du travail de l'écrivain. Mais à force, donc ça reprend la question de la mort de l'auteur, c'est-à-dire qu'on a ici un point de vue qui est un point de vue unique, puisque c'est le point de vue sur l'œuvre d'avant l'œuvre. Et c'est un peu ce qu'essaie de retrouver la génétique textuelle, c'est-à-dire tout le moment où on va faire la genèse des textes. Mais à force de s'en tenir à l'œuvre, au produit d'un travail, on a fait place nette, on a éliminé l'écrivain de l'écriture. C'est exactement ça la mort de l'auteur. Des expressions comme ce qui s'écrit, ce qui se donne à lire, l'écriture, ça c'est Barthes. Sont des façons de dire qui rendent compte que le travail littéraire a évacué le travailleur, l'écrivain, tout comme la parole, le discours, a été vidé de son locuteur par les linguistes. C'est-à-dire qu'on va savoir ce qui se raconte, mais plus qui parle. À la fois écrivain et locuteur n'ont plus qu'une existence virtuelle. Donc finalement, ils existent, mais ça compte pas. Et c'est très étonnant, parce qu'on a comme un genre d'inversion des valeurs, ou en tout cas une inversion entre abstraction et dimension plus concrète. Il est vrai que, alors, et là on dira que bien sûr aussi Wittig prêche pour sa paroisse, mais il y a quelque chose de très juste, me semble-t-il, dans ces questions qui permet de relier, en tout cas d'un point de vue académique et professionnel, des discours sur les œuvres de la part des auteurs, qui doivent évidemment avoir une place à part, et cette question donc de la mort de l'auteur. Il est vrai que depuis le travail des formalistes russes, a été introduit en France par Todorov en 1965, la critique littéraire a abordé le domaine des formes littéraires de façon révolutionnaire et a bouleversé notre façon de voir la littérature. Tout ce qu'on a pris l'habitude d'appeler nouvelle critique a pulvérisé les vieilles représentations et nous a donné à comprendre le phénomène de la littérature dans de nombreuses directions à la fois. Mais cela a été l'occasion d'une irrésistible assumption de l'écriture qui, de produit d'un travail ou de procès de travail, est devenu le seul agent actif au détriment de l'acteur réel du travail qu'est l'écrivain. En fait, c'est comme si c'était l'écriture qui écrivait, et non plus une personne derrière, puisqu'on a effacé la personne pour garder le texte. Il faut d'ailleurs faire une exception pour les écrivains de l'ancien groupe tel quel, et les personnes qui ont travaillé avec ce groupe, car ils se sont voulus à la fois des praticiens et des théoriciens de la littérature. Philippe Solers. Et ils nous ont donné une description matérialiste, entre guillemets, des faits littéraires, en les donnant à voir comme une production, une pratique signifiante. Je sais pas ce que dit la note, là, on regarde. Julia Kristeva, la question donc de production-création. Pratique, c'est à ce mot que je voulais arriver. Et ça c'est intéressant parce qu'en fait elle fait comme s'il arrivait très naturellement. Mais c'est une introduction. On réécrit. Donc il y a aussi quelque chose dans l'idéal de naturel et de je suis en train de suivre le flux d'une pensée qui a pu avoir lieu au moment de l'écriture, mais qui ne se fait pas de façon si évidente. En tout cas, il y a quelque chose aussi d'un peu artificiel et de malin, justement dans ce naturel. Pratique, c'est à ce mot que je voulais arriver, car il convient pour moi au point de vue de l'écrivain sur la littérature et sur ce qu'il fait. En effet, il y a bien un travail pratique de l'écrivain qui intervient avant qu'on puisse se parler de ce travail comme fini dans la critique, c'est-à-dire dans sa saisie en tant que production, la poétique en train de se faire. Ce travail s'effectue à partir du et sur le langage, et dans les différentes phases de ce travail,
Le langage ne peut en aucun cas jamais apparaître de la même façon qu'il apparaît à ceux à qui ont affaire à du langage travaillé, et pour lesquels il n'est pas le premier système en cause, mais seulement le référent de l'analyse littéraire. Parce qu'il ne s'agit plus du désigner, mais il s'agit de travailler, de fabriquer, de modeler, de cisailler son outil de travail. C'est ça, le chantier littéraire. C'est déjà que celui qui va avoir un avis sur l'œuvre est en même temps celui qui joue de la langue pour faire son œuvre et de la même langue pour faire cette critique. Il ne s'agit pas juste de faire référence, c'est le même. Un analyste du travail littéraire est déjà au-delà du langage. Il en a franchi le mur, il lui est comme donné par l'écrivain qu'il étudie. Et en fait, quand on n'a pas le nez dans le cambouis, ou les mains dans le cambouis, et la gueule enfarinée et le nez dans le guidon, voilà, ça y est, j'ai toutes mes images paternelles, on n'est pas dans la même situation que celui qui arrive devant l'œuvre toute faite. Il serait plus juste de dire de lui que le langage lui est transparent, plutôt que de l'écrivain pour lequel il est impossible qu'il le soit. C'est-à-dire que la transparence du langage, elle est éventuellement pour la critique, pas pour celui qui écrit. Car un écrivain bute sur le langage du fait même d'écrire à tout moment de son travail. Et avec ceci qui est quand même un point aveugle, c'est que quand on est un peu sérieux en critique littéraire, on travaille la langue aussi. Mais pas dans les mêmes dimensions, c'est certain. En tout cas, moi je conseillerais fortement de réfléchir à ce qu'on écrit en tant que l'écrivant au minimum. C'est à lui qu'il a affaire d'abord, et les formes qu'il crée viennent après, comme des évidences de ce travail. Donc c'est le langage d'abord, les formes ensuite, c'est-à-dire parce qu'il va y avoir une réflexion sur le langage, des nécessités de formes avant les formes elles-mêmes s'imposent. Le langage n'apparaît pas davantage pour l'écrivain qui commence son travail, tel que nous l'ont légué les linguistes. Un grand corps de signes démembrés, démantelés, réduits, coupés, fragmentés, sans sens. Et non, le langage, c'est tout autre chose quand on est écrivain. Il me semble que ce qui caractérise l'écrivain dans son rapport au langage, c'est qu'il appréhende le phénomène en tant que global, dans son ensemble. Ce qui ne veut pas dire qu'il le maîtrise ou qu'il peut en donner une exposition cohérente et unique. Alors, il va y avoir quelque chose donc de global dans son ensemble. On a presque envie de dire organique, même si l'organisme ou l'organicisme rajoute des éléments qui ne sont pas là. Et dans le même temps, on a cette envie et je pense que c'est quand même un sous-texte. Et ce n'est pas la première fois que je constate certaines formes de vitalisme dans les images de Wittig. Ce qui ne veut pas dire qu'il le maîtrise ou qu'il peut en donner une exposition cohérente et unique. Parce que ce n'est pas parce que le langage va être un ensemble global qu'il va être exposable en tant que tel. Comment le pourrait-il, puisqu'il n'existe pas de système d'exposition qui puisse faire coexister ensemble, mesurer par les mêmes termes, des matières aussi totalement hétérogènes quant à leur relation que celles qui habitent le langage, ou bien dans lesquelles le langage habite, on va le relire. Comment le pourrait-il? Comment le langage pourrait être capable d'une exposition globale? Être l'objet d'une exposition qui le montrerait dans son ensemble. Puisqu'il n'existe pas de système d'exposition qui puisse se faire coexister ensemble, mesuré par les mêmes termes, des matières aussi totalement hétérogènes quant à leur relation que celles qui habitent le langage, ou bien dans lesquelles le langage habite. En fait, c'est un peu comme s'il y avait de l'hétérogène, il y a des choses dans le langage qui échappent au langage, et différentes matières. Aujourd'hui, un mot à la mode, ce serait granularité. Qui ne vont pas ensemble, et donc qui ne vont pas rendre possible cet ensemble global cohérent. Mais même si ce système d'exposition reste
pour toujours, une impossibilité insurmontable, il ne paraît pas moins nécessaire de ne pas escamoter l'appréhension du langage de qui l'expérimente comme phénomène dans son extension. En gros, ici Wittig est anti-Vojla, parce que ce qu'elle nous dit, c'est que l'on peut penser clairement une chose que l'on ne peut pas dire, ou que l'on peut sentir, ou que l'on peut appréhender très clairement une chose que l'on ne peut pas dire. Je fais référence ici à la phrase de Boileau reprise à Vojla, ce qui se pense bien s'énonce clairement, comme s'il y avait une adéquation, une même transparence. On l'a vu, une transparence qui est déjà plus celle du critique que de l'écrivain, entre le langage et sa compréhension. Mais en fait, cette idée même d'une transparence n'est pas le produit, le travail de l'écrivain, ou plutôt ce qui est dit là par un grammairien, ça n'est quand même pas anodin, se trouve entièrement et totalement contredit par l'appréhension d'une langue qui n'est pas, d'un langage, d'une écriture qui est en corps à corps avec la langue et ses hétérogénéités. Donc on peut avoir un sentiment, une appréhension du phénomène dans son extension, dans l'ensemble, sans être capable de l'expliquer, de l'exposer. Sans vouloir réduire à un élément ce que le prisme dans son étendue focalise, rassemble. Et donc, c'est en voyant qu'on va voir par ce prisme, alors on va le redire, il ne me paraît pas moins nécessaire de ne pas escamoter l'appréhension du langage de qui l'expérimente, comme phénomène dans son extension, sans vouloir réduire à un élément ce que le prisme dans son étendue focalise, rassemble. Par exemple, si vous parlez en sémème ou en syntaxe, mais finalement vous avez des éléments très hétérogènes, vous les séparez. Et ce que fait l'écrivain, c'est qu'il ne sépare pas, c'est qu'il travaille tout ensemble. Car c'est là, à cette jonction, que se situe le chantier, l'arsenal dans lequel le travail littéraire s'apprend. Et un arsenal, on dira que c'est autant une armurerie qu'un chantier. Il me semble qu'un arsenal, ça peut être aussi un chantier naval. Mais ça à vérifier. Parce que là, je crois que je parle trop vite. Et donc ici, il ne s'agit pas des textes finis, il s'agit de comment les textes s'écrivent. Je voudrais faire apparaître quelques points, quelques lignes de tension à l'intersection de ce grand corps opaque, encore l'organicisme, qu'est le langage et du travail effectué avec lui, sur lui, par lui, contre lui, dans l'écriture. Il s'agit d'une tentative de montage de quelques propositions concernant la nature du langage, qui ont pour prémisse que la nature précisément du langage n'est pas immatérielle, que le langage participe premièrement de l'ordre du réel et deuxièmement qu'il le façonne aussi bien, que ce qu'on appelle l'idéologie n'existe pas séparément et en opposition, en tant que monde des idées, monde de l'âme, monde du mental, par opposition au réel, à la matière, au monde physique et social, au réel. En fait, toutes ces distinctions, toutes ces séparations sont des fantasmes, sont des fictions. Et Wittig, elle part des unions. Proposition 1. De l'hétérogénéité, de la versatilité des éléments en présence. Dans la formation panoramique que constitue dans son ensemble le phénomène langage, chaque élément est un arbre qui cache la forêt. La langue physique cache la relation, le système de relation. Le produit lui-même cache sa relation de transformation. Hétérogénéité à lui-même du langage. Le premier, le seul réel contrat social. Il est une forme, c'est-à-dire le résultat d'une relation, et en tant que produit par le corps, écrit ou émis, il est une autre forme encore, qui a pour homologue le travail et non pas une sécrétion, tandis qu'il est en même temps encore distribuable dans l'espace visuel ou sonore, et que cette matière du langage, les mots visibles, audibles dans leur étendue, comme on dit le matériau pour la peinture, ces mots matériels, donc, sont le signifiant, c'est-à-dire une forme.
Et par conséquent, versatilité du langage, le langage est encore versatile, non fixe. Car de même que la matière y est forme, que le plus concret y devient le plus abstrait, de même le plus abstrait, ce qui dans le langage ne peut jamais se voir et n'est que pure relation, le sens, peut tout à coup devenir le signifiant par un effet de déplacement constant qui s'opère à l'intérieur du langage. Alors, c'est un texte qui est dur dans le sens où il est contre-intuitif et il va dénouer énormément d'évidences et chaque étape dénoue une nouvelle évidence. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose qui est donc très saussurien, hein, les notes nous aident à le saisir. Alors, hop. Voilà, donc là, ça replace beaucoup, les autoristes des notes replacent beaucoup Wittig dans le sens contexte d'écriture, hein, qui est le sien. Alors là, ce qui va se passer, c'est que donc le phénomène du langage, on va l'analyser, on le voit en grammaire, on analyse d'un côté la morphologie, l'étymologie, la syntaxe, la sémantique, on va analyser en découpant. Et en fait, ce que fait Wittig, c'est que en ayant, je vous l'ai dit, un signifiant et un signifié. Un signe, c'est signifiant plus signifié. Mais on a tendance à séparer le signifiant du signifié, le fond de la forme. Et en fait, déjà dans le langage, et a fortiori ensuite dans l'œuvre littéraire qui va utiliser le langage, le langage, donc, n'est pas un ensemble de signes dans lequel on pourrait délimiter, séparer signifiant et signifié. Parce qu'il est... Le langage, c'est cette première proposition, et le sens même de proposition intéressant, parce qu'on dirait vraiment une théorie philosophique. Ça arrive d'avoir des propositions, hein, comme ça, comme en mathématiques, et ça va faire des avancées, et en même temps, il y a quelque chose de moins abrupt dans la proposition que dans la thèse, par exemple, où on peut avoir d'autres termes, hein, comme ça en philosophie. Là, ça ne me vient pas tout de suite, mais je suis vraiment fatiguée. Et donc, le langage ressemble au travail, mais au travail comme on va travailler en métal. C'est-à-dire un travail qui va être une œuvre de transformation, et en ce sens, le travail wittigien est un travail profondément marxiste. Et il va se reposer sur une indistinction, ou plutôt sur le fait de jouer en même temps du concret, de l'abstrait, de la matière et de l'immatériel. Et au moment où on pensera être plus dans le signifié, eh bien il y aura plus de signifiants. Le signifié, c'est le sens, le signifiant, c'est la forme. En fait, il y a des jeux, ce n'est même pas de va-et-vient, d'aller-retour ou de renforcement, mais il est impossible de distinguer les uns des autres. Proposition 2 de la matérialité du langage. Je ne vais pas faire tout le livre. Hein. La nature du langage est comparable à la nature de la lumière. C'est une nouvelle analogie. Les analogies, elles permettent aussi de comprendre. La matière de la lumière est invisible, et les uns ont jugé que la matière de la lumière est invisible, et les uns ont jugé que cette matière était d'ordre ondulatoire, et les autres d'ordre corpusculaire, jusqu'à ce qu'on découvre pratiquement qu'elle participe des deux ordres, et qu'elle est à la fois ondulatoire et corpusculaire. Et pour moi, Wittig a touché à la fois la tension linguistique dans la langue, notamment de ses métaphores, c'est une tension ontologique. Et c'est exactement ça qu'elle retrouve avec la lumière. C'est ce que je dis tout le temps à partir de la métaphore de Ricoeur. De la même façon, la nature du langage est double, participant à la fois de l'abstraction, de la pensée conceptuelle en tant qu'opposée au réel et au matériel, le signifié au signifiant, le figuré au propre, et de l'ordre matériel par les mots et leur espace géographique et sonore. C'est pourquoi il est possible d'affirmer que le langage participe du réel.
qu'il est en fait tout aussi réel que le référent auquel on l'oppose, tout aussi réel que les relations sociales et que le réel physique, puisqu'il participe des deux. Donc le langage a une matérialité qui fait qu'il est réel, et donc il va être en fait une manière concrète des idées dans le monde. Il a une matérialité par les mots, par la prise d'espace géographique et sonore. Et il est aussi réel que les relations sociales, quand bien même il n'a pas forcément de matérialité tangible. Proposition 3. De l'effet des catégories philosophiques abstraites sur le réel social. Le langage projette des faisceaux de réalité. Sur le corps social, il l'emboutit et le façonne violemment. Les corps des acteurs sociaux, par exemple, sont formés par le langage abstrait, car il y a une plastie du langage sur le réel. Or, on raisonne toujours comme s'il y avait d'une part le réel, le référent, et d'autre part le langage, et comme si la relation était une relation de fonction et non de transformation, et à partir du réel d'abord. Ce qui a pour effet de créer une confusion entre le signifié et le référent, au point qu'ils sont même quelquefois confondus dans certains écrits critiques. Le signifié, c'est le sens, et le référent, c'est ce à quoi ça fait référence. Ou alors de réduire le signifié à une série de messages déroulés du référent qui seul supporterait le sens. Cherchez les notes. C'est étonnant, il n'y a pas de notes. Je ne les trouve pas. Ou c'est que je vais trop vite. Ah oui, non, mais c'est que je suis pas au bon endroit. Hop là. 7-8. En chirurgie, la plastie désigne la modification, la restauration d'un tissu ou d'une partie du corps. Par ce mot, Wittig vise la performativité du langage. En anglais, elle parle de plasticity ou plastic action. Wittig évoque ici l'article d'Émile Benveniste de la subjectivité dans le langage, repris dans le premier tome des problèmes de linguistique. Proposition 4, des effets divers. C'est vrai qu'on peut voir aussi que ces jeux d'allusion sont para-académiques. Donc on a quelque chose qui, en termes aussi au niveau de la forme, est à une jonction très bizarre, où elle écrit en tant qu'écrivaine pouvant écrire et justifiant de cette position-là, mais sans s'inclure parce qu'il s'agit de quelque chose de plus large. Des effets divers du langage physique, c'est la proposition 4. Comme langue dans l'interlocution, voire sarote. Comme langage dans la locution, voire sarote. Comme texte, plaisir dû, voire sarote et Barthes. Et entre dans la marge, effet du texte, en général, plaisir et peine. A. De la plasticité du réel social, relation et corps physique des acteurs sociaux au langage. Conception contemporaine de Sarraute et de Barthes ou des expositions différentes. B. Si le langage, sous sa forme philosophique, a une influence directe sur la plasticité du réel social, sur sa morphologie, par exemple en déterminant la forme physique des acteurs sociaux, sous d'autres formes, corps contre corps, il affecte directement la kinésie du réel social. Quand par exemple il agit sur le champ, sous forme de paroles dites ou de mots écrits, sur les corps physiques des acteurs sociaux, qu'il fait varier, oriente, détermine dans leur motilité. Je regarde tout de suite la note 10. La motilité, c'est un mot de Bichat. En physiologie, c'est la faculté de se mouvoir d'un corps ou d'une partie d'un corps. En biologie, la propriété de la substance vivante douée de mouvement. C'est encore le vitalisme de Wittig. Faut que je demande à Yannick s'il va bosser là-dessus. Qu'il atteint, touche, modifie, commotionne dans leurs données physiques. Série de remarques qui ont déjà été faites sous d'autres formes par des sociologues du langage. Ici, il serait plutôt question d'une sorte de
physique, entre guillemets, du langage, qui traiterait des mots et de leurs effets, en ce que cela intéresse la littérature. Et on va s'arrêter là parce qu'après on démarre sur les chantiers littéraires. Quelque chose se passe toujours quand on travaille Wittig, même quand on ne l'a pas lu depuis longtemps. J'espère que ça vous aura plu. Je vais laisser ça en marque-page et vous me direz si vous avez envie qu'on reprenne la lecture petit à petit. On en a d'autres en attente. Moi, ça me va. Et je vous dis à bientôt.